Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le volet manufacture de la filière coton s'est effiloché durant des multiples crises économiques vécues dans plusieurs pays africains. Les unités de production de cette filière coton, textile, confection ont dégagé un chiffre d'affaires de 142 milliards de francs CFA en 2013 au Cameroun. Ces chiffres de l'INS cachent bien mal la faible compétitivité à l'exportation des produits locaux et une rude concurrence de la part de la friperie et des produits asiatiques qui inondent le marché camerounais. Malgré son fort potentiel en termes de création de richesses et d'emplois, la filière coton, textile, confection est confrontée à de nombreuses difficultés financières, structurelles, mais aussi l'insuffisance des politiques publiques en matière d'accompagnement. Pourtant, la relance de la filière coton-textile est inscrite parmi les priorités du document de stratégie pour la croissance et l'emploi adopté en 2009 au Cameroun pour détricoter les difficultés et les enjeux de l'industrialisation de la filière coton-textile au Cameroun et en Afrique. Je reçois sur ce plateau une experte internationale agréée des Nations Unies, spécialiste des questions relatives à la filière coton-textile en Afrique et au Cameroun, Caroline Sack-Kenden. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Leclerc. Vous avez dirigé l'interprofession coton-textile au Cameroun durant de nombreuses années. Vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Également, vous êtes ambassadrice du programme international de promotion de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Alors, d'abord, l'état des lieux de cette filière coton-textile confection au Cameroun. Écoutez, avant de parler de l'état des lieux de la filière, je vais déjà identifier les opérateurs. Nous avons en amont la Sodécoton qui a le monopole de la production de coton. Nous avons ensuite la cotonnière industrielle du Cameroun, SICAM, qui fabrique le fil et le tissu. Ensuite, nous avons des industries, des petites industries, des sociétés semi-industrielles et industrielles. Et après, nous avons un nombre important d'opérateurs économiques qui sont disséminés un peu sur tous les territoires du Cameroun, bien que la majorité se situe à Douala ou à Yaoundé. Alors, malgré tout, ça reste une filière qui est sous-développée. Si on fait des comparatifs avec d'autres pays, on trouve par exemple en Tunisie 200, 300, 400 entreprises, usines, de plus de 300 machines, équipements. Au Cameroun, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, alors justement, selon l'INS qui a mené une étude en 2013, qui a été publiée en 2014, le Cameroun compte environ 14 697 unités de production dans la filière coton, textile, confection. 99% sont des petites entreprises et très petites entreprises qui font essentiellement dans la confection. Alors, quand vous analysez cette configuration de cette filière, quels sont les premiers éléments diagnostiques que vous pouvez identifier? Mais ça veut dire déjà qu'il y a une culture de la confection. Pour qu'il y ait autant de monde qui se mette dans la confection, c'est qu'on a une vraie culture au Cameroun de la confection. Et ça, s'il faut vraiment le louer, c'est une très bonne chose. Maintenant, quand on voit ce nombre important d'opérateurs, les chiffres sont édifiants. Et quand on voit le poids de la filière dans l'économie qui reste faible, aujourd'hui je crois qu'on est autour de 3-4% du PIB, ça prouve bien que ces opérateurs peinent à s'en sortir dans ce métier-là et dans cette filière. Caroline Sack-Kenden, quelles sont les difficultés structurelles liées à cette filière coton, textile, confection au Cameroun? Et les difficultés structurelles, il y en a plusieurs. Je commencerai d'abord par l'environnement économique qui n'est pas toujours très favorable. Et là-dessus, je vais donner quelques exemples. L'étroitesse du marché, on ne pense pas souvent à ça, mais le marché est étroit. Et même le marché sous-régional reste un marché étroit. Nous avons également les problèmes de la friperie. Vous l'avez énoncé en début, la friperie et les importations frauduleuses qui finissent par être un frein. Vous avez également, pour ceux qui exportaient, il y en a très peu, mais c'est important quand même de le dire, parce que le franc CFA étant lié à l'euro a été une monnaie très forte pendant des années, et donc elle a fini par gréver quand même la compétitivité des produits fabriqués par les entreprises locales. Donc nous avons déjà cet environnement qui est quand même qui n'est pas à notre avantage. Après, vous avez les infrastructures qui ne sont pas toujours très adaptées.
Donc, quand je parle d'infrastructures pas très adaptées, je peux par exemple donner l'exemple entre le nord et Douala, que ce soit par train ou par route, les conditions se sont considérablement améliorées, mais ça reste encore très élevé. On est autour de 120 à 200 francs CFA le kilo des produits transportés. Il ne faut pas oublier que le coton vient du nord, il est filé. Ensuite, il est ici sur Douala, donc ça finit par avoir un impact sur la matière première. Donc ça, c'est une chose. Je peux vous donner l'exemple également du port de Douala, qui a été congestionné pendant des années, et donc le traitement des marchandises a été long. Dès que c'est long, c'est des coûts pour les entreprises. Et là, c'est la question de la matière première utilisée dans cette filière, notamment au niveau de la confection, qui représente plus de 80% des acteurs présents dans cette filière-là. Quel est le problème qui se pose avec cette matière première? Pourtant, le Cameroun produit essentiellement du coton. Quelle est la matière première qui est intégrée dans la filière et quelles difficultés rencontrent les opérateurs? Vous êtes au cœur du problème. Le problème, dans le jargon, on appelle ça le sourcing. Le sourcing est un véritable problème. L'approvisionnement en matière première, c'est un véritable problème. Pourquoi? Parce que nous avons un opérateur, SICAM, qui est le seul opérateur qui est capable de fournir la matière première, mais il a une matière première qui est très adaptée à ses besoins, pour faire du pagne et pour faire des tissus plats, pour les draps, etc. Mais tous les autres opérateurs ne fonctionnent pas forcément avec du pagne, et donc on n'a rien d'autre comme possibilité à part se tourner vers le marché. Et alors avec le marché local, ce qu'on appelle le marché, si des opérateurs doivent se tourner, il se pose un problème de continuité d'approvisionnement. Dites-vous bien que quand un opérateur, ces petits opérateurs que vous avez cités, mais même les gros, quand ils ont une commande client, le client dit, ben voilà, je veux cette chemise, ce pantalon, etc. Voilà le type de tissu que je veux. Ils vont au marché, parce que SICAM ne fait pas le tissu, ne fait du tissu que du pagne, mais ils vont donc aller au marché, ils vont trouver le tissu, le temps de venir faire leur cotation et leur offre aux clients. Quand ils retournent, il n'y a plus de tissu au marché. C'est ça la réalité. La réalité, c'est comment avoir accès à la matière première. Tous les opérateurs vous le diront, c'est le nerf de guerre. Et justement, il faut se tourner vers l'importation. Et là aussi, il y a un sérieux problème puisqu'il faut financer cette activité liée bien sûr à la fourniture de la matière première. Et là encore, un épineux problème, selon l'étude de l'INS, qui estime que 60% des opérateurs de la filière coton textile ont recours à l'autofinancement. Les banques sont très peu intéressées. Qu'est-ce qui explique cette situation, Caroline? Mais écoutez, moi je pense simplement que les banques ne comprennent pas bien ce métier, cette filière. Les opérateurs ne travaillent pas de concert avec les banques, et les banques d'ailleurs vous disent très souvent, vous savez, vous ne pourrez jamais être compétitif par rapport à un produit asiatique. Ça veut dire quoi? Que quelque part, effectivement, financer des unités industrielles ne les intéresse pas. Et donc ça pose un problème. Quel est le schéma d'exploitation justement de ces unités de production pour que l'on comprenne bien à quel moment est-ce que les opérateurs attendent bien sûr des financements de la part d'une banque pour pouvoir développer leur activité? Écoutez, je vais être très concrète. Prenons l'exemple d'une entreprise qui a une commande, elle va commander un conteneur, et ça c'est du contraire, un conteneur de matière première parce qu'elle sait que ça va lui permettre de produire pendant 4 mois. Elle commande en janvier, elle sait qu'en avril, elle n'a plus de production, elle aura besoin d'un nouveau conteneur en mai. Seulement pour importer la matière première, il ne faut pas oublier qu'il faut que le fabricant de la matière première ait du temps pour produire, selon vos caractéristiques, que vous puissiez faire venir, il y a souvent entre 30 et 45 jours, voire plus, et que vous produisiez. Donc, le cycle d'exploitation finit par être de 3 mois, 3-4 mois. Donc, quand vous savez que vous allez être à la fin du premier conteneur, il faut savoir que dès le mois de février, il faudrait déjà passer commande. Et là, les banques ne sont pas prêtes de dire, je finance ce premier conteneur, et dès le mois de février, je remets déjà un deuxième conteneur pour qu'il n'y ait pas de rupture dans la chaîne de production. Malheureusement, les banques ne jouent pas ce jeu et les entreprises se retrouvent avec des ruptures de production pendant 2 mois, mais n'ont pas de matière première. Ils attendent de pouvoir financer et d'avoir un autre conteneur qui arrive. Donc, en amont, vous avez des banques qui ne jouent pas le jeu. Et pire, c'est que le premier conteneur que vous avez acheté en janvier, les banques vous demandent dès la fin du mois de janvier, début février, de rembourser. Donc, et vous n'avez même pas encore commencé à encaisser, puisque vos clients, au final, vous demandent de payer à 90 jours fin de mois. Donc il y a un véritable problème financier qui se pose pour tous ces opérateurs. Et donc les opérateurs sont asphyxiés à la fois par une difficulté d'accès au financement bancaire, mais aussi par les gros clients qui ne payent toujours pas, ne règlent pas les factures
attendent. Et ça, franchement, je trouve qu'il faut faire un appel à ces gros acheteurs. Les gros acheteurs, on les connaît tous. Hein. Il y a les brasseries, il y a les opérateurs de téléphonie, ils sont là, l'énergie, les pétroliers. Ils prennent des commandes parce que c'est chez eux et c'est le plus intéressant de prendre des commandes parce qu'ils vont vous passer commande de 5 000, 10 000, 15 000 pièces. Mais quand ils passent commande, ils vous disent pas d'acompte et payable 90 jours fin de mois ou 90 jours. C'est juste pas tenable pour ces opérateurs qui, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien rappelé, en amont, ils ont déjà du mal à financer la matière première. Et en plus, pour encaisser une fois que c'est produit, après, n'oubliez pas que ce sont ces petits opérateurs qui sont là, qui produisent, c'est ces petits mains. Alors, on se plaint, on a tous envie de faire le développement économique, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Autrement, on se retrouve avec des jeunes qui traversent les mers et qui vont chercher les dorados à des risques pas possibles, alors que localement, on peut trouver des solutions, on peut apporter des solutions. Mais tout le monde doit jouer le jeu. Les banques doivent jouer le jeu, les pouvoirs publics doivent jouer le jeu. Les opérateurs économiques, c'est important, ils doivent pouvoir jouer le jeu, mais également les acheteurs. C'est ensemble qu'on peut arriver à mener le combat et redresser la barre très rapidement. Dans l'environnement des affaires concernant cette filière coton, textile, confection, parmi d'autres éléments griefs formulés à l'encontre de l'environnement des affaires, il y a la pression fiscale qui a été relevée parmi ces trois difficultés majeures que rencontrent les différentes unités de production. Comment est-ce que vous vivez cette pression fiscale? Comment est-ce qu'elle s'exerce et comment elle impacte sur l'activité? Oui, la pression fiscale, elle est là, et il faut pas la négliger. C'est important et elle impacte drôlement à plusieurs niveaux. À un moment donné, pendant des années, on avait une taxe à l'importation de 2%. Vous vous rendez compte? On vous demande d'exporter et vous avez une taxe à l'exportation. Elle était de 2%. Je ne sais plus à quel niveau elle se situe aujourd'hui. Donc, c'est dire, ça, c'est des choses qui grèvent la compétitivité des produits. Je peux donner un autre exemple. Nous avons, par exemple, sur le plan fiscal, les importations des équipements, même de la matière première, sont lourdement taxées. Alors aujourd'hui, heureusement, il y a les APE, alors on a décrit, mais si vous importez d'Europe, vous n'aurez moins à taxer pour les équipements que vous faites venir d'Europe. Donc ça, c'est un avantage intéressant. Mais sinon, jusqu'à présent, par exemple, les équipements étaient très taxés, et demain, si vous ne payez pas régulièrement vos taxes, même pour la matière première, vous êtes tout de suite sanctionné. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça a comme impact? Eh bien, ça a l'impact de freiner l'investissement des opérateurs économiques. Et quand ils freinent l'investissement, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve aujourd'hui avec tous ces opérateurs qui ont des équipements qui sont vétustes, et qui du coup coûtent en termes de maintenance. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que quand ces équipements ne sont pas changés, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas renouveler le parc d'équipements, eh ben on a des équipements vétustes. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'ils tombent régulièrement en panne. Il faut faire venir des pièces détachées de l'étranger en urgence. On paie les DHL, on fait ceci. Et du coup, c'est un frein, effectivement, encore une fois, à la compétitivité et aux produits et aux activités de ces opérateurs économiques. Alors, ces produits locaux issus de cette filière textile, coton, textile, confection, font face à une concurrence liée, bien sûr, aux produits asiatiques, liée à la friperie. Est-ce que les politiques publiques accompagnent réellement, essayent d'encadrer, de préserver cette filière-là? Oui, ils essaient de préserver la filière. Alors, vous avez parfaitement raison, la friperie est un vrai problème. Donc, en même temps, je vais vous donner, je fais une parenthèse, parce que le Rwanda, par exemple, a fait le choix tout récemment d'interdire purement et simplement la friperie. Et ça, c'est une initiative qui est louable. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont l'économie qu'il faut pour absorber tout d'un coup tous ces besoins qui ne seront plus satisfaits par la friperie? Parce que nous cachons pas la face. C'est que s'il y a autant de friperies, il y a un problème de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, on se retrouve avec tout un marché qui, aujourd'hui, a pris l'habitude de consommer la friperie. On va leur demander de basculer sur les produits fabriqués localement, et c'est ce qu'on doit faire. Mais pour l'instant, est-ce qu'on est prêt? Alors, au Cameroun, le choix n'a pas été porté là-dessus. Alors, le premier choix qui a été fait, je crois que c'était en 2010, quand il a fallu mettre l'interprofession. Donc, je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai dirigé cette interprofession pendant plusieurs années. Et donc, ça c'était bien, ça permettait de travailler sur une filière intégrée, parce que si la filière n'est pas intégrée, c'est extrêmement difficile.
Et le deuxième choix, c'est de pouvoir, et ça franchement c'est une excellente initiative de la part du gouvernement, c'est de dire on va accompagner les opérateurs en leur mettant des espaces de production, en aménageant ces espaces de production, en fournissant même les équipements, les machines à coudre, et en formant le personnel. Tout ça à la disposition des opérateurs, en disant c'est un projet pilote, et essayons de voir si ça marche. Et maintenant, quel est le résultat? Ça fait 7 ans qu'on a mis sur pied cette interprofession coton-textile. Est-ce que les résultats sont probants aujourd'hui par rapport à d'autres pays africains comme la Tunisie, comme le Maroc, qui sont plus avancés? Alors, justement, l'interprofession, c'est incroyable parce que les résultats, pour moi, ne sont pas à la hauteur puisque les opérateurs n'ont pas joué le jeu. Encore une fois, l'interprofession, le but et le rôle de l'interprofession, c'était de faire en sorte que le long de la filière, depuis les gros producteurs de coton jusqu'à la kyrielle de petits opérateurs, ils puissent travailler en synergie. Mais simplement, les intérêts des uns et des autres étant divergents, il y a eu du mal à avoir des rapprochements entre ces divers opérateurs. Et aujourd'hui, ça n'a pas produit grand-chose, il faut reconnaître. Et c'est pour ça que je pense que le gouvernement a décidé de mettre en place un projet pilote. Mais ça, c'est tout récent, en disant, mais écoutez, on va déjà essayer de mettre en place un projet pilote pour voir si, au moins, en travaillant sur les équipements, la fourniture des bâtiments, de l'aménagement d'espace, si au moins ça peut être productif. Si c'est le cas, on va dupliquer. Et ça, c'est une excellente initiative. Et je regardais, je lisais dernièrement, et j'ai vu que le Kenya, je crois que c'est le Kenya a fait exactement le même choix. Mais il a fait d'autres choix derrière. Ils ont fait par exemple le choix d'abandonner purement et simplement tout ce qui est taxation, droit de douane et TVA pour tout ce qui est équipement bâtiment. Donc ils sont allés un peu plus loin. Donc bon, nous on va commencer peut-être, ça fait quelques années, donc on peut peut-être laisser le temps. Et on espère, mais je pense qu'il faut continuer à prendre à aller de l'avant et suivre ce qui est mis en route et ne pas baisser les bras. Caroline Sakendemsu, le potentiel de cette filière coton, textile, confection, qui semble être un peu négligée dans les discussions au sommet de l'État, quelle analyse pouvez-vous faire comparativement à d'autres pays africains plus avancés, notamment ceux de l'Afrique du Nord et ceux d'Afrique subsaharienne? Comment vous entrevoyez les différentes filières dans ce secteur-là? Ce que je dirais, c'est que je ne pense pas que, en tout cas, je fais la part des choses entre les pays producteurs de coton et ceux qui ne sont pas dans notre sous-région. D'accord? Donc, ceux qui ne sont pas producteurs de coton, ils ont d'autres intérêts, ils vont développer d'autres filières. Mais ceux qui sont producteurs de coton, c'est le cas du Cameroun, du Bénin, du Mali et de ces pays-là, croyez-moi, ils ne négligent pas. Moi, quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, pour l'International Trade Center à Genève, il y avait un groupe qu'on appelait le C4. Je me rappelle très bien, c'était, je crois, le Tchad, le Bénin, le Burkina. Mais ils passaient leur temps à défendre la filière. Donc non, contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas négligé et au contraire, c'est au cœur des problèmes. Simplement, c'est souvent sur la partie coton, filature, tissage que nos politiques s'intéressent. Et peut-être un peu moins sur la partie textile-habillement. Or, la partie textile-habillement, c'est là qu'il y a la création de la valeur ajoutée et c'est là qu'il y a du monde. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le textile habillement, c'est l'un des rouages essentiels à la croissance et à la réduction de la pauvreté. Dans le cas du Cameroun, il faut préciser que les unités de production confection ont employé près de 67 000 personnes en 2013, selon les chiffres de l'INS. On voit donc que c'est un vivier d'emploi, mais qui semble manquer cruellement de formation technique dans le domaine. Quelle est votre analyse à ce sujet? C'est très vrai. Le problème de formation est un problème crucial. Il est un problème crucial aussi parce que je pense que les opérateurs ont toujours pris l'habitude de travailler pour le marché local et pas le marché export. Il y a une absence dans ce pays, une absence de culture de l'industrie managériale. Aussi bien même pour les petits opérateurs que même les petites industries, les industries qu'on a identifiées. Et donc, vous savez, quand vous vous frottez à l'export, vous devenez meilleur. Vous apprenez le savoir-faire, vous mesurez sur un plan technologique, mais également de savoir-faire. Vous élevez vos niveaux d'exigence. Mais quand on n'est que sur le marché local avec un seul type de produit pour la matière première qu'on reçoit localement, qui est le pagne ou les tissus à plat, mais évidemment, vous ne faites pas des efforts sur la formation. Vous travaillez selon le principe un opérateur, un vêtement,
alors que tous les autres pays que vous avez cités, je rajoute l'île Maurice, mais que vous avez cité la Tunisie, le Maroc, etc., c'est vraiment des chaînes de production, c'est-à-dire un vêtement, 10, 15 opérateurs. Et c'est comme ça que vous pouvez être compétitif. Si vous êtes sur le modèle un opérateur, un vêtement, c'est difficile. C'est difficile d'être compétitif. Alors vous, comment vous avez surmonté cet obstacle pour réussir à exporter ces produits locaux vers les États-Unis avec cette loi l'AGOA, qui a été mise en place il y a quelques années? Quels ont été les mécanismes et les barrières que vous avez dû surmonter? Ah, ils étaient énormes. Ils étaient énormes et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que je suis consultante internationale, parce que je ne veux plus du tout que les autres derrière moi passent par le même parcours de combattant par lequel je suis passé. Il y a tout. Les obstacles sont partout. Ils sont avec au niveau des équipements, parce que le marché américain, ce qu'il faut savoir, c'est un marché qui est énorme. C'est des quantités très importantes. Quand on vous dit, je prends un exemple d'obstacle, vous visez le marché américain, entre le moment où vous allez vous mettre à niveau et le moment où vous allez avoir une commande, il peut s'écouler 1, 2, 3 ans. Tout le monde vous le dit. Mais vous mettez à niveau, se mettre à niveau, c'est être capable de produire à peu près entre 20, 30 et 40 000 pièces par mois. Mais si vous avez une telle capacité, le Cameroun, le Douala, rien que Douala, vous l'absorbez. Avec 3 000 pièces, vous avez déjà absorbé le Cameroun. Donc vous vous retrouvez avec une capacité de production, plus de 80% qui n'est pas utilisée. Donc il faut savoir gérer ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des partenaires étrangers. Et j'ai fait en sorte, j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai cherché des partenaires, j'ai trouvé des partenaires, et j'ai pris des partenaires étrangers pour que je puisse être capable, en attendant d'avoir accès à ce marché, de produire pour ces pays européens. Et j'ai donc d'abord exporté sur l'Europe avant d'exporter sur les États-Unis. Alors comment justement les différents opérateurs au Cameroun de cette filière coton-textile qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 142 milliards de francs CFA en 2013, mais il faut préciser qu'il s'agit essentiellement de l'égrenage du coton qui réussit à avoir cette performance, qui permet d'avoir cette performance-là, mais sur la confection, qui est la véritable valeur ajoutée, que faut-il faire pour pouvoir booster cette filière? Comme je dis, le cœur, donc il y a l'approvisionnement en matières premières qu'il faut régler, mais surtout il faut travailler de façon intégrée, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse travailler avec SICAM, qui est l'entreprise à capitaux public, mais qui est celle qui fournit quand même la matière première et qui a des équipements et qui a quand même une capacité intéressante. Donc pour pouvoir travailler avec eux, mais également les stylistes, il ne faut pas oublier les stylistes, parce qu'au Cameroun, on a énormément de stylistes. Moi, je les reçois jeudi prochain, près d'une centaine de stylistes, pour justement faire un petit état de lieu et dire, bon voilà, nous sommes là, vous êtes là les stylistes, vous êtes ceux qui créent la mode, on va travailler avec SICAM, pour qu'en fait, on puisse être intégré. Et derrière, il y a les clusters que le gouvernement a mis en place. D'ici 1 mois et demi, ils seront totalement opérationnels. Donc, on peut faire une chaîne intégrée. C'est le moment de commencer. Allons-y, fonçons. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, je la reçois dans 2-3 jours. Parce que je crois et je parie que l'année prochaine, on sera capable d'envoyer un conteneur, ou au moins la moitié d'un conteneur sur les États-Unis. En termes de chiffres, vous savez, les Camerounais, les Africains sont très friands. Ce potentiel, cette filière coton, textile, confection, qu'est-ce qu'elle représente? Quel est son potentiel en termes de chiffre d'affaires, en termes d'emploi qui peut être généré à travers cette filière-là? C'est énorme, mais tout dépend, encore une fois. Mais si vous comparez au pays en Tunisie, à l'île Maurice, mais vous devez être capable de prendre 15% de PIB. Je crois que dans les années 70, on était à 11% de PIB. Le poids de la filière dans l'économie était à 11 ou 12% dans les années 70. Aujourd'hui, on est à 3 ou 4%. C'est juste incroyable. Donc, si on veut des chiffres, oui, il suffirait évidemment de passer, non pas à 10 entreprises comme on est aujourd'hui, mais au moins à une centaine d'entreprises. Une centaine d'entreprises, c'est tout de suite, avec les emplois indirects, plus de 30 000 emplois. Alors, 30 000 emplois, et ça générait un chiffre d'affaires sur la centaine d'entreprises. On sait qu'une entreprise peut faire en moyenne 1 milliard de chiffre d'affaires, vous n'avez plus qu'à multiplier. Les chiffres sont colossaux. Et la question de la formation de ces nombreux jeunes Camerounais qui se lancent du jour au lendemain dans cette filière coton-textile, principalement dans le sous-secteur de la confection, que faut-il faire pour davantage améliorer la formation technique de ces jeunes-là?
Il faudrait plus de centres de formation, mais attention, il ne faut pas que les centres de formation soient trop coûteux. Or, aujourd'hui, c'est un problème. Les centres de formation qui existent, je crois qu'il y a un centre coréen, la Corée qui a mis un centre de formation à Bassa. Les coûts pour une personne pour aller se former, c'est quand même trop élevé quand on parle des opérateurs techniques. Et la formation des opérateurs purs, elle est assez rapide. Donc, je pense que c'est des choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. La formation n'est pas quelque chose qui m'inquiète. C'est des choses qu'on peut mettre en place assez rapidement. J'aurais plus de soucis sur la culture de l'industrie et la culture managériale. Qui doit l'avoir, cette culture d'industrie et culture managériale? Les patrons. Les gens qui vont devenir patrons. Les patrons, les gens qui montent tout doucement, les petits opérateurs. Mais je le vois dans le projet que le gouvernement est en train de mettre en place avec les petits opérateurs. Ils ont prévu derrière, au-delà de la formation technique de ces petits opérateurs, de s'appuyer sur un organisme, je vais vous donner le nom positif Planète, qui va accompagner ces petits opérateurs sur la partie éducation managériale, éducation financière, éducation sur les activités génératrices de revenus, éducation organisationnelle. C'est important de faire les deux. On ne peut pas juste dire... Est-ce que ce n'est pas ce manque d'études, ce manque de connaissances et de culture managériale qui fait à ce que les banques soient réticentes à financer également ces acteurs, la filière? Très probablement. Très probablement, vous avez parfaitement raison, mais il faut qu'il y ait un rapprochement. Il faut qu'on discute avec eux pour montrer qu'effectivement, dites-nous que c'est ce qu'il faut, on va mettre en place ce qu'il faut pour le faire. À la limite, ils peuvent accompagner. Mais il ne faut pas que demain, les opérateurs fassent cet effort et que les banques continuent à dire, ben écoutez, voilà, ils ont fait l'effort, mais nous, on est encore réticents. Je prenais l'exemple de l'Éthiopie. Voilà un pays que j'ai suivi dans les années 2005-2006. J'ai suivi ce pays, il n'y avait rien. Les gens se moquaient un peu d'Éthiopie. Aujourd'hui, 10 ans après, c'est la plaque tournante des fabricants de chaussures en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas rien en 10 ans. Bon, ils ont fait un choix. Je ne suis pas sûr que ce soit le choix que j'aurais fait, puisque eux, ils ont fait appel à des investisseurs étrangers. C'est les investisseurs étrangers qui ont investi massivement. Donc, ça emploie quand même du monde. Je suis très mesuré pour ce genre de politique, parce que du jour au lendemain, ça s'est vu à Madagascar, ça s'est vu à l'île Maurice. Il y en a qui décident de fermer et les opérateurs se retrouvent sans rien. Donc, alors, comment faire pour que les acteurs locaux de la filière coton, textile, confection puissent s'approprier justement ce challenge de pouvoir industrialiser la filière avec les différentes facilités qu'offre le gouvernement jusqu'ici? Moi, je pense qu'effectivement, le coup d'avoir des investisseurs, c'est bien, mais en binôme, qu'il faut qu'il y ait un transfert de technologie, un transfert de savoir-faire. À partir du moment où il y a un transfert de savoir-faire, un transfert de technologie, et qu'il y a un soutien de l'État, le soutien de l'État, il est déjà là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les opérateurs ont, je crois, les moyens d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec 1, 2 ou 3 équipements, vous êtes capable de produire. Avec les petits projets de cluster qui a été mis en place, c'est récent, c'est vrai, on attend de voir les résultats. Mais avec ces projets de cluster, c'est-à-dire il y a des équipements, on produit dans le principe d'une chaîne et non plus un vêtement, un producteur, je pense qu'on a toutes les chances de redresser progressivement la barre. Et encore une fois, je répète, il faut que la filière soit intégrée. Il faut qu'on travaille avec SICAM, qu'on travaille avec Sodri de Coton et qu'on ait les stylistes. Merci Caroline Sack-Kendem, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que vous avez dirigé l'interprofession coton textile au Cameroun. Également, vous êtes experte internationale agréée auprès des Nations Unies et African Growth également qui s'occupe de la filière coton textile. Vous êtes ambassadrice de ce programme américain qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin sur le continent africain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.